10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes, et les 10 dernières secondes seront sur mes doigts. Je partirai plus en avant lorsque vous commencez. Vous pouvez débuter quand vous êtes prêts. Bonjour à tous. Bonjour M. Paré. Avant d'aller de l'avant avec la présentation, j'aimerais tout d'abord vous présenter mes collègues, soit Félix, Émilie et moi-même Philippe. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de travailler avec vous cette année pour l'audit 2015 de client VTL et nous sommes convaincus que les résumés des questions comptables qu'on a faites et les recommandations sur les procédures d'audit vont nous aider pour l'efficacité de l'audit 2015. Donc, si on regarde le plan de la présentation, comment que ça va se dérouler, c'est qu'on va tout d'abord vous parler de la planification de la mission. Ensuite, on va parler des questions comptables clés. Ensuite, on va parler du référentiel comptable. Et ensuite, on va y aller avec un élément très important en 2015, soit la responsabilité sociale et le développement durable. Avant d'aborder les aspects qui sont relatifs à la planification de la mission, j'aimerais faire un retour sur les opérations 2015 avec vous. D'abord, il y a 3 produits principaux dans lesquels les opérations de VTL sont orientées. D'abord, les chauffe-eau sans réservoir, qui sont le produit qui est produit depuis plusieurs années par l'entreprise. Ensuite, les chauffe-eau avec réservoir qui ont été commercialisés à partir de cette année. Et ça, ce sont des nouveaux produits qui amènent des enjeux tant au niveau social, puisqu'il y a des gens qui ont été brûlés par l'eau très chaude, au niveau environnemental, puisqu'ils sont davantage polluants. Et ça a évidemment des conséquences au niveau financier sur les opérations de VTL. Finalement, l'entreprise est également en train de développer des nouveaux chauffe-eau solaires et des nouvelles technologies en matière de chauffe-eau, ce qui sont actuellement des produits au stade de développement. Et ça apporte des enjeux qui sont financiers, surtout au niveau du développement et du financement de ces produits-là. Donc, si on continue avec la planification de la mission, comme mon collègue l'a mentionné, il y a plusieurs nouveaux enjeux cette année chez VTL, notamment de nouveaux produits. Le développement de nouveaux produits qui a été commercialisé cette année a engendré une poursuite, notamment via un groupe d'environnementalistes, mais également des retours de garantie. Donc, en tant qu'auditeur, on va avoir du travail à faire là-dessus, étant donné que notre client n'a pas encore comptabilisé ces montants-là à ses états financiers. Par ailleurs, notre client a eu besoin de financement cette année, donc il y a eu l'émission d'une nouvelle dette de 500 000 en tant qu'auditeur, il va falloir faire du travail à ce niveau-là, notamment aller retracer le contrat de la dette pour déterminer les termes et engagements en lien avec celle-ci, mais également s'assurer de l'exhaustivité de la dette en ayant une confirmation bancaire. Par ailleurs, une nouvelle dette vient avec le respect de nouvelles clauses de ratio, notamment notre client doit respecter un passif sur capitaux propres d'un ratio de 1,2. Actuellement, le ratio est à 1,8. 2, c'est-à-dire le ratio est à 1,8, et un ratio de fonds de roulement de 1,2 qui actuellement est à 1,53. Donc actuellement, sans les modifications comptables qu'on va apporter dans le cadre de notre audit, notre client respecte les ratios, mais c'est très limite. Donc, de ce fait, considérant qu'il n'a pas encore comptabilisé certains passifs qui pourraient être éventuels en lien avec la poursuite et les garanties, on soupçonne qu'il y a un certain biais de la direction à vouloir améliorer ses états financiers de manière à pouvoir conserver son financement pour ses activités d'exploitation. Par ailleurs, le propriétaire d'entreprise a des connaissances qui s'avèrent limitées en comptabilité. De ce fait, on a fixé le risque élevé pour la mission cette année. Donc, pour faire suite à ce que ma collègue a dit, si on regarde les utilisateurs des états financiers audités, ça va être premièrement la banque, parce que comme Émilie a mentionné, il y a des ratios à respecter et la banque doit avoir du confort sur les états financiers pour être sûr pour savoir que les ratios sont respectés. Ensuite, il y a aussi le propriétaire qui va utiliser ses états financiers. Il va avoir une image globale de son entreprise, donc c'est important de le mentionner. Ensuite, si on regarde le seuil, nous on a établi le seuil sur la perte nette, parce qu'on se dit que la banque elle veut savoir la rentabilité de l'entreprise. Donc, et considérant le fait qu'on a mis un risque élevé, on établit 5 % de la perte nette, ce qui nous donne 5 000 sur notre seuil des travaux. Mais à la fin de notre audit, il faudra réévaluer ce seuil-là pour s'assurer qu'il est toujours valable suite aux ajustements significatifs qu'on a élaborés. Donc, pour ce qui est des questions comptables, je vais laisser ma collègue Émilie vous en parler et on doit être sûr de ne pas oublier qu'on fonctionne avec les NCCF. Donc, premièrement, cette année, notre client a obtenu un nouveau contrat avec des entrepreneurs et ce contrat-là est de 1,7 million. Actuellement, notre client a comptabilisé 750 000 en produits. Par contre, il n'aurait pas lieu de le faire considérant que le contrat stipule qu'il doit y avoir le système d'installation et la réparation des produits et des services qu'il fournit. Donc, le transfert des risques et avantages n'a pas carrément encore eu lieu puisque l'installation n'est pas faite. Par contre, selon les NCCF, la manière qu'il pourrait y avoir de comptabiliser des produits
en lien avec ces opérations-là, ça serait d'y aller via les respects des critères pour un accord à prestations multiples. Donc, dans un premier temps, en tant que fournisseur, il va falloir s'asseoir avec le client et s'assurer que les actifs sont bel et bien séparables. Ici, on croit par hypothèse que c'est le cas, étant donné qu'on a le système qui est un produit, on a l'installation qui est un service, puis on a la réparation qui est un autre service. Donc, on croit que ce critère-là va être respecté. Par contre, il va falloir valider avec le client et avec son ingénieur si c'est bel et bien le cas. Et de plus, il va falloir s'assurer que les produits ont une juste valeur qui est déterminante pour chacun d'entre eux de manière à assurer sa comptabilisation. De ce fait, actuellement, on croit être en mesure de pouvoir comptabiliser la portion système, puisqu'il semble que le 750 000 qui était comptabilisé était seulement attribuable à la portion système d'eau chaude et non attribuable, par exemple, à des frais d'installation qui n'ont pas encore eu lieu. De ce fait, le transfert des risques et avantages à ce niveau-là a eu lieu, de même que tous les autres critères. Si on continue, l'impact que ça peut avoir, c'est si dans l'éventualité que le 750 000 ne représente pas des frais qui sont attribuables uniquement à la portion des systèmes, il devrait y avoir une diminution des produits et des recevables, considérant que l'installation et que le service après-vente n'a pas eu lieu en ce qui a trait à la réparation, ce qui va engendrer une baisse de PNR et une baisse en fait du ratio de fonds de roulement et une augmentation du ratio d'endettement. Ce qui fait en sorte qu'ici, on appuie encore ce qu'on a énoncé au début dans la planification de notre audit, c'est que notre client tente peut-être d'améliorer ses états financiers. C'est pourquoi, en tant qu'auditeur, on devra s'assurer de l'existence et de la séparation des périodes des produits, considérant que le contrat est établi sur 2 ans. Donc, pour ce faire, on pourra obtenir le contrat de l'entrepreneur pour valider les clauses et déterminer si notre client respecte bien le contrat. Et par la suite, faire un triple rapprochement des produits, c'est-à-dire de déterminer si le bon de commande, la facture et le bon de livraison corroborent tous ensemble de manière à s'assurer de l'existence et la séparation des périodes de ces produits-là. Donc maintenant, il est important de parler de la poursuite de 2 millions de dollars qui a été entamée par un groupe d'environnementalistes en début janvier 2016. Donc c'est un événement postérieur à la date du bilan, ce qui nous apporte à se poser la question, est-ce qu'on doit mettre un passif dans nos états financiers? Parce que oui, c'est un événement postérieur à la date du bilan parce que les états financiers finaux n'ont pas été encore sortis. Donc pour notre passif éventuel, on doit se poser, est-ce que c'est probable et estimable? Présentement, on juge que non, parce que le montant de 2 millions, c'est le montant qui a été estimé par les personnes qui demandent la poursuite. Donc, c'est un montant qui est non justifié et on n'a aucune idée sur la probabilité que le client VTL aille à payer ce montant-là. Donc, si on regarde l'impact, il n'y a aucun impact au niveau des... il n'y a aucun impact au niveau de la poursuite. On ne la présente pas en note et on ne la présente pas aux états financiers. Ensuite, puisqu'on ne présente pas en note et en charge, il n'y a aucun impact au niveau des états financiers. Ce qui nous apporte à nous amener aux procédures d'audit. Pour confirmer ce qui a été dit sur le fait que c'est estimable et probable, on va devoir envoyer une confirmation à nos avocats parce qu'en ce moment, on n'a aucun confort sur le 2 millions et savoir si c'est probable. Donc, une confirmation va être nécessaire pour obtenir du confort là-dessus. Parfait. Un autre élément qui est quand même très important dans les activités de notre client, c'est les frais de développement. Au cours de l'année, l'entreprise a engagé des frais de 728 000 seulement relativement aux frais pour le chauffe-eau solaire. La question, c'est donc de comment comptabiliser ces frais-là dans nos états financiers. Et ce qu'il faut se référer, c'est vraiment au NCCF. Et ce que ça dit, c'est qu'il y a 6 critères relativement à la comptabilisation, mais on doit capitaliser seulement la phase de développement. Et donc ça, c'est de déterminer qu'on est bien dans une phase de développement, ce qui semble être le cas ici, puisqu'on est très près de la mise en marché, et d'amortir ces frais qui vont être capitalisés là dès que la vente débute. Donc ça risque d'être l'année prochaine. Ce qui est important de faire la distinction, c'est entre nos deux projets. On a le projet de nouvelles technologies, et ce projet-là, on ne veut pas capitaliser aucun frais relativement à celui-là, parce que les avantages économiques futurs sont incertains. On n'est pas certain que notre client va être capable de mener le projet à terme et on a également une limite au niveau de la capacité de financement. La compagnie est très endettée et ça nous limite quant aux possibilités d'aller chercher du financement auprès d'une banque ou même d'autres prêteurs des capitales de risque. Au niveau des chauffe-eau solaires, la situation est différente. Donc, on propose de capitaliser les frais parce qu'il semble probable que le projet sera mené à terme. L'ingénieur à l'interne est confiant que d'ici quelques mois, le projet va être complété.
sans nécessiter d'aller chercher des fonds supplémentaires à l'extérieur. Et on est également capable d'identifier les coûts. Le risque est assez limité et c'est comme on est en 2016, on est vraiment dans un marché où l'émergence des nouvelles technologies écologiques est forte et ici, ça serait vraiment un aspect clé du succès de ce projet. Et évidemment, pour cette année, il n'y aurait pas d'amortissement puisqu'on n'a pas encore vendu aucun chauffe-eau solaire. Si on regarde les impacts au niveau de notre audit en tant que tel, on augmente la charge pour de nouvelles technologies, puisqu'actuellement, il y a des frais d'amortissement qui ont été pris. Donc ça, on enlève ça du état des résultats. Et ensuite, la charge, donc ça, c'est d'une part ça. Et globalement, c'est sûr que nos frais de développement diminueraient, puisqu'on enlève la portion nouvelles technologies de notre bilan. On regarde seulement la portion chauffe-eau solaire. Nos BNR vont donc diminuer légèrement et ça va diminuer nos ratios. Donc, on est encore dans la même direction du biais de la direction d'améliorer les états financiers. Et nos procédures d'audit qu'on propose, c'est de consulter un ingénieur externe pour confirmer ce que l'ingénieur à l'interne nous a déjà dit et d'obtenir les factures pour vérifier la valeur et le fait que c'est vraiment relatif aux frais de développement. Par exemple, les salaires, on veut s'assurer que ce n'est pas des frais d'autres personnels, mais que c'est vraiment des frais qui sont liés à la phase de développement. Donc maintenant, si on regarde les frais de garantie concernant des chauffe-eau avec réserve qui ont été vendus en 2015, mais que les réparations vont avoir lieu en 2016. Encore une fois, il est important de se poser la question, est-ce qu'un passif éventuel doit être comptabilisé au 31 décembre 2015? Ici, la réponse c'est oui, parce que basé sur les dires de l'ingénieur, qui est une personne compétente et qui correspond à un ordre des ingénieurs, donc il doit respecter son objectivité, on estime que le montant payable il est de 300 réparations pour un montant de 500 $ par réparation. On ne peut pas se fier sur un taux historique parce que les produits-là sont en vigueur depuis le début 2015, donc on se fie sur l'estimation de l'ingénieur et il juge probable que ces réparations-là vont avoir lieu en 2016 pour les produits qui sont en lien à 2015. Donc, on doit comptabiliser le passif éventuel. Ensuite, si on regarde notre impact, il va y avoir une charge de 150 000 qui va être passée dans notre état des résultats et il y a un passif de 150 000 qui va être passé dans nos passifs. Ce qui va apporter une augmentation des charges et des passifs, une diminution du BNR, ce qui fait en sorte que nos ratios d'endettement ils vont se détériorer, ce qui va encore en lien avec le biais de la direction d'améliorer leurs états financiers parce que leur ratio il diminue, donc il y avait avantage à ne pas comptabiliser ce passif-là. Donc, si on regarde les procédures, comme je vous ai parlé tantôt, on parle de compétences et d'objectivité, mais au niveau de l'audit, on n'a aucun vraiment confort si cette personne-là est vraiment objective. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui envoyer une confirmation pour qu'il confirme son objectivité, son indépendance, même s'il est à l'interne, et son niveau de compétence. Un autre élément qui est très important, c'est la subvention par rapport à la recherche environnementale. Il y a une possibilité d'obtenir une subvention de 400 000 $ et on se demande à ce stade-ci de l'avancement comment comptabiliser cette subvention. Ce qui est très important ici, c'est vraiment de regarder c'est quoi les clauses avec le gouvernement pour obtenir cette subvention-là. Ici, il ne semble pas clair que la subvention a d'une part été reçue et d'autre part, il n'y a pas d'entente avec le gouvernement sur une réception prochaine. On croit que l'entreprise va pouvoir l'obtenir, mais on n'a pas aucune garantie par rapport à ça. Et donc, les clauses à ce stade-ci ne sont pas respectées, ce qui fait en sorte qu'on ne doit pas comptabiliser de produits ou même d'autres éléments par rapport à ça. Donc, on va venir diminuer nos produits, ce qui va diminuer nos PNR et nos comptes à recevoir, qui avaient augmenté fortement cette année par ailleurs. Et ça va venir encore une fois diminuer nos ratios, surtout notre ratio d'endettement. Et au niveau des procédures, ce qu'on va vouloir faire, c'est analyser les revenus. C'est marqué dépenses, mais c'est vraiment revenus, comme quoi la subvention a été complètement retirée des livres. Et lorsqu'on va avoir reçu la subvention, on pourra la comptabiliser et l'amortir au fur et à mesure qu'on va amortir nos frais de recherche et développement. Donc, on va pouvoir venir les mettre en contrepartie et amortir au fur et à mesure, vraiment. Donc, si on regarde globalement l'impact de toutes les recommandations qu'on propose, c'est sûr qu'à ce stade-ci de l'audit, on est limité par rapport à l'information qu'on a. Mais si on regarde les éléments pour lesquels on peut chiffrer l'impact,
On a d'abord les frais de garantie. Ça va venir diminuer nos capitaux propres puisque nos BNR vont diminuer, notre profit va diminuer et nos passifs vont augmenter. Ensuite, la subvention, c'est le même impact au niveau des capitaux propres, ça diminue. Par contre, notre actif va également diminuer, nos comptes recevables. Ensuite, au niveau des frais de recherche et développement, nos capitaux propres vont augmenter légèrement puisqu'on a jugé que tous les frais de la note 1 présentés dans les notes des états financiers du client étaient relatifs à la portion de chauffe-eau solaire. Donc, on a tenu compte que les frais relatifs à la nouvelle technologie n'avaient pas été capitalisés au cours de l'année. Et ensuite, ça nous amène à des ratios d'endettement qui sont beaucoup plus élevés, soit 3,85 par rapport à 2 dans le prêt, et un ratio de fonds de roulement de 1 qui est inférieur à ce que la banque demandait également. Donc, on va maintenant aborder ce qui est un petit peu plus au niveau du référentiel comptable. Actuellement, notre client utilise les NCECF, ce qui, à notre point de vue, semble tout à fait approprié. En effet, c'est des normes qui sont simplifiées pour les entreprises à capital fermé, comme c'est le cas de notre client VTL, et ça répond très bien aux utilisateurs qui, dans ce cas-ci, sont la banque et le propriétaire unique. On n'a pas d'autres vraiment utilisateurs, et ça répond très bien à leurs besoins. Si on va en IFRS, on aurait une présentation qui est beaucoup plus complexe et on aurait beaucoup plus surtout de notes. Les conclusions seraient similaires, les critères seraient quelque peu différents, mais la conclusion pour les problèmes relevés serait similaire et on aurait une présentation plus coûteuse et complexe, ce qui n'apporte aucun avantage aux utilisateurs des états financiers qui sont à l'interne souvent et qui ont accès à cette information-là par d'autres façons. Et ça n'apporte également aucun avantage au niveau du financement, qui est un aspect que notre client avait soulevé puisqu'il y a des difficultés d'obtenir du financement. Je vais donc laisser la parole à Émilie pour aborder ce qui est l'aspect de la responsabilité sociale et environnementale. Comme mon collègue l'a mentionné au tout début de la présentation, notre client actuellement travaille avec 3 produits. Nous, ce qu'on proposerait en tant qu'auditeur, ça serait qu'il fasse une orientation stratégique davantage sur les ventes des chauffe-eau solaires, étant donné que ceux-ci ont un meilleur impact au niveau environnemental, au niveau social, mais également au niveau financier, considérant que les chauffe-eau qui ont été commercialisés cette année ont engendré beaucoup de passifs. Par ailleurs, en tant qu'auditeur, ce qu'on pourrait proposer à notre client, ce serait de faire un mandat spécial pour VTL, en fait, sur les chauffe-eau solaires, pour, en fait, qu'il puisse pouvoir proposer à ses clients à lui d'obtenir la subvention Écono-Rénov pour tous ses clients qui vont faire l'achat de ce chauffe-eau-là. Donc, ainsi, en tant qu'auditeur, on pourrait s'assurer, en faisant un mandat spécial, que les conditions émises pour obtenir cette subvention-là Écono-Rénov soient remplies bien par VTL et qu'ils puissent être en mesure d'offrir directement cette subvention-là à ses clients et que ces clients soient éligibles pour la recevoir du gouvernement. Donc, pour conclure la présentation, il va être important lors de toute notre audit de porter une très grande attention à tous les problèmes comptables qui ont été mentionnés lors de notre présentation. Aussi, il va être important de porter une très grande attention aux biais de la direction. On a mentionné qu'un biais de la direction d'améliorer leurs états financiers pour respecter leurs ratios. Et comme on a vu lors de notre présentation, là, avec tous les ajustements qui vont être passés, le respect des ratios, mais les ratios ne vont plus être respectés. Ceci dit, ça veut dire que la banque, s'il ne donne pas une lettre de renonciation, il va avoir, dans le fond, ils vont rappeler leur financement, ce qui va apporter à nous demander la question, est-ce qu'il va y avoir un risque de continuité de notre entreprise? Donc, plus de financement, en plus qu'ils veulent développer de nouveaux projets. Donc, si on n'a plus de financement, il va y avoir une grosse question sur le risque de continuité et beaucoup de procédures d'audit. On devra augmenter nos procédures d'audit et réviser notre risque. Merci. D'audit d'abord. Vous avez parlé d'un seuil à 5 de la perte nette à 9 500 c'est pas un peu bas considérant là, un chiffre d'affaires de peut-être 10 millions de dollars ou puis un seuil basé sur les pertes. Est-ce que suite à vos travaux. Considérant que la banque souhaite être payée de ses intérêts, elle regarde principalement le bénéfice, en fait, le bottom line d'un état financier. C'est pour ça qu'on a fixé notre seuil par rapport à ça, étant donné que la banque veut s'assurer d'être payée, veut s'assurer d'avoir une bonne performance de l'entreprise à ce niveau. Okay. Si vous ne décidez pas avoir la lettre de renonciation au niveau du respect des ratios, quel impact ça a sur les états financiers et le classement de la dette?
Si on n'est pas en mesure d'obtenir la lettre de renonciation pour le passif à long terme, la dette devrait être reclassée à court terme. Ça va avoir un impact directement sur le ratio de fonds de roulement. Donc, à ce moment-là, il va y avoir d'autres procédures supplémentaires à faire dans le ministère. Puis au niveau de la continuité d'exploitation, comment ça se reflèterait dans les états financiers, puis au niveau de notre rapport d'auditeur? C'est sûr qu'il faudrait à ce moment-là mettre une réserve dans notre rapport d'auditeur, comme quoi on est inquiet par rapport à ça. Par contre, en fait, c'est pas tout à fait une réserve, c'est vraiment une note dans ce cas-ci, dans notre rapport d'auditeur, comme quoi on serait inquiet par rapport à ça. On pourrait être rassuré par certains éléments qui mitigeraient notre risque, par exemple le fait que le propriétaire de prêt serait capable de nous démontrer la capacité d'obtenir un prêt de remplacement. Ou encore, on peut être en mesure de dénoncer la subvention potentielle qui va être reçue de manière à améliorer la situation financière. Si on rentre vraiment dans les détails du cas, là, on mentionnait qu'il y avait 30 000 de stock, on faisait de la recherche et développement avec ces stocks-là. Nous, on a présenté ça en stock. Est-ce que vous pensez que c'est correct ou y aurait-il d'autres traitements là-dessus? Bien, ce qu'il faut vraiment s'assurer, c'est que ce stock-là ne sera pas vendu. Donc, si c'est du matériel qui vraiment va être comme pratiquement détruit et que c'est vraiment pour faire des tests dessus, ça rentre comme du matériel de développement. Donc ça serait correct. Par contre, si on revend ce matériel-là par la suite, là, ça pourrait apporter des questions. Donc, il faudrait le retirer à ce moment-là de nos frais qui sont capitalisables. Parce qu'on ne veut pas... ça irait dans notre stock et non dans les coûts de développement. Avez-vous un peu réfléchi à la stratégie d'audit? Est-ce que ce serait plus corporative ou sur les contrôles? Considérant qu'on est en présence d'une PME, parfois les contrôles peuvent être un petit peu limités, surtout qu'on a affaire à un seul actionnaire. Donc à ce moment-là, ça pourrait être plus adéquat de faire une stratégie corporative. Pour ce qui est de... Vous avez parlé de la subvention. Présentement, on ne la comptabilise pas. On comprend, là. Mais si un jour, avec un gagné, ce serait quoi les options considérant les NCSF qui... Oui, c'est une très bonne question. En fait, on peut faire deux choses avec cette subvention-là. On pourrait venir la mettre en... Ça dépend encore une fois des termes. Donc, si les termes, c'est vraiment par rapport à la durée du projet, sur, comme disons 10 ans, que notre chauffe-eau est, on suppose, on pourrait venir mettre en contrepartie de notre actif de frais de développement, ou sinon, on pourrait venir le mettre carrément distinctement et l'amortir au fur et à mesure. Donc, ce serait un choix. Est-ce que c'est différent au niveau des IFRS? Pour ceci, non, il n'y aurait pas de différence au niveau des IFRS. Moi, ça répond à mes questions. Merci.